je suis permanent du MEDEF 44 en charge, je dirais, de l'aspect technique hein, de la commission Avenir et Santé de l'entreprise. Je voulais juste vous faire un rappel. N'hésitez pas à couper votre micro pendant la réunion. Et si vous souhaitez réagir ou poser une question lors de cette conférence, vous avez deux possibilités. C'est le chat effectivement de cette réunion ou le compte WhatsApp que l'on a créé spécifiquement pour la réunion, sur lequel vous retrouvez en fait le lien dans le mail d'invitation qui vous a été adressé. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à François No, vice-président de la commission, pour qu'il vous introduise ce sujet. Yann, merci et bonsoir à tous. Et effectivement, comme vient de le souligner Yann, bienvenue à ce webinaire organisé par la commission Avenir et Santé de l'entreprise. Avec les membres de la commission et sous l'égide de sa présidente Marie Robineau, on a souhaité partager avec vous quelques réflexions sur la gestion de la crise et des anticipations qui pouvaient être évoquées ou pensées et puis mettre en action un peu plus tard. Gérer la crise, c'est bien, l'anticiper, c'est mieux. C'est un petit peu la thématique que nous avons souhaité donner ce soir. Donc, effectivement, je m'appelle François No et je suis vice-président de CELPO. J'ai le plaisir de vous servir d'animateur ce soir avec les 5 autres membres de la commission qui sont virtuellement autour de moi et que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette thématique, petit retour, je trouve, sur cette commission que vous avez connue sous le nom de commission entreprise en difficulté au sein du MEDEF 44. Et il se trouve que le confinement est passé par là. On a eu l'occasion de se réunir pendant ce confinement, avant les vacances. Et on a pas mal travaillé sur la commission et sur la projection qu'on avait envie de donner. Et il se trouve qu'on a souhaité d'abord faire évoluer le nom de cette commission et en lui donnant un nouveau nom. Et ensuite en vraiment un certain nombre d'objectifs. Donc, Yann, si je pense qu'il doit y avoir le slide après sur la commission. Voilà. Donc, le nouveau nom que nous avons donné à cette commission, c'est la commission Avenir et Santé de l'entreprise. On l'a placé sous un double regard. Et c'est ça qui a animé un petit peu les débats. C'était à la fois ce regard de donner des perspectives aux chefs d'entreprise, et on doit regarder vers l'avenir et c'est un des enjeux importants de notre mission de dirigeant, mais également d'avoir un regard sur la santé de l'entreprise et à la fois sur le plan de la structure, mais également du personnel qui œuvre dedans, à l'intérieur de ces entreprises. Donc, ce double regard, l'avenir et la santé de l'entreprise, nous paraissait un nom parfaitement adapté. Et nous avons réaffirmé 4 missions ressources à l'intérieur de cette commission, qui est d'abord, et ça c'était déjà le cas avant, hein, c'était le relais des dirigeants, d'être le relais des dirigeants dans leur orientation vers les acteurs institutionnels de la région. C'était important de pouvoir vous aiguiller et aiguiller les adhérents du MEDEF vers les personnes qui représentent les acteurs institutionnels. D'apporter un éclairage également personnalisé sur la mise en place des outils d'aide, qu'ils soient défensifs ou offensifs. Il y a un certain nombre d'experts qui sont présents au sein de la commission et qui peuvent vous apporter ces éclairages. D'organiser des conférences thématiques comme nous le faisons ce soir et comme nous aurons, je pense, l'occasion de pouvoir en organiser régulièrement. Et puis, une présence auprès des écoles et des universités, ça nous paraît également important. C'est une manière aussi pour nous de faire changer ce regard sur les entreprises en difficulté, sur l'échec. Et il y a une initiative qui a été lancée avec des étudiants, la possibilité de vivre redressement judiciaire aux côtés d'un chef d'entreprise. Ils vont pouvoir pendant 3 mois travailler sur cette procédure collective qui est souvent donc pas forcément connue des entrepreneurs et des étudiants. Voilà, donc ça c'est une belle initiative, je trouve. Et on organise également des rencontres avec les incubés d'Audencia,
des étudiants des Master 2 à l'IAE ou du Master 2 en droit des affaires de l'Université de Nantes. Voilà, donc la commission est présente auprès de ces jeunes et se trouve que c'est également un point important. Voilà, ce que je voulais rappeler sur cette commission Avenir et Santé de l'entreprise. Alors, maintenant que les présentations sont faites et vous savez un petit peu mieux avec qui vous allez passer ce moment, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Yann, s'il te plaît, on peut avancer. Voilà, et il n'est pas… Voilà, sans forcément faire une analyse détaillée de la conjoncture actuelle. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le feraient mieux que moi. Mais on a, au sein de avec les personnes qui m'ont aidé à préparer cette soirée, retenu ce chiffre sur les prévisions qui ont été indiquées par la Banque de France récemment et par l'INSEE sur l'activité. Et avec en 2020 une annonce de moins 8,7%, un rebond de la croissance qui serait situé à plus 7,4% en 2021, et puis un plus 3% en 2022. Donc ce sont les prévisions qui ont été récemment diffusées. Et fort de ce constat, il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, mais c'est ceux qu'on a souhaité retenir ce soir. On s'est également posé la question des conditions, des enjeux majeurs qui devaient être nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ces prévisions se réalisent. Et nous avons arrêté trois thématiques majeures pour cela, d'assurer la viabilité des entreprises, le maintien des investissements des entreprises et le retour de la consommation des ménages, qui a baissé qui est en train de baisser, qui baissera sur la fin de l'année 2020, et en même temps avec une épargne qui a progressé avec 85 milliards d'euros de plus dans nos bas de laine, ce qui représente 4 points de PIB supplémentaires. Donc voilà, ce sont ces trois enjeux qui pour nous représentent les conditions qui peuvent amener à cette confiance. Et on sait bien que Yann Trichard, le président de la Chambre de commerce, le rappelait il n'y a pas longtemps, il ne peut y avoir de reprise sans confiance. Donc, je crois qu'on est bien dans nous avons souhaité, au niveau de la Commission, rester sur cette idée. Voilà. Voilà pour ce constat permettant de faire une petite introduction. On va aborder ce soir 4 thématiques qui vont permettre de répondre un petit peu au sujet de ce webinaire. Une première thématique qui va concerner les PGE, voilà, une intervention sur les plans garantis par l'État. Une intervention concernant les conditions de présentation des comptes de 2020 et les prévisionnels 2021 pour les entreprises, et avec un regard sur la problématique des fonds propres. Des outils peut-être connus ou méconnus proposés par certains assureurs crédits seront également évoqués. Et puis, nous terminerons avec un 4e sujet, même si voilà, toutes ces solutions ne permettront pas aux entreprises de croître. Eh ben, il y aura un regard sur le tribunal de commerce et les procédures amiables, les procédures contentieuses qui peuvent être mises en œuvre. Voilà à peu près les 4 thématiques sur lesquelles nous allons discuter, en tout cas essayer de vous informer ce soir. Et je vais démarrer par le PGE. Voilà, le plan garanti par l'État, 3 chiffres importants, 3 informations. Il y a eu 575 000 PGE accordés aux entreprises depuis le mois de mars, ce qui représente à peu près 120 milliards d'euros, et 25% des entreprises ont bénéficié d'un PGE. Donc, avec cette petite introduction, je me tourne vers Hervé Joumier, qui va nous parler de ce PGE et côté avec une vision bancaire. Hervé est responsable des engagements grand public chez Banque CIC West. Et voilà, Hervé, je te laisse merci, la parole merci pour ce point. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, responsable des engagements grand public au CIC West, en fait, je gère principalement
l'octroi de crédit pour notre réseau de 272 agences, notamment pour les professions libérales, artisans, commerçants, CHR. J'ai également un homologue qui exerce la même fonction sur les entreprises pour nos 19 centres d'affaires et 10 agences de banques privées. Donc, inutile de vous dire que j'ai été au cœur de cette période inédite de mise en place des prêts garantis par l'État, ainsi que d'autres dispositifs d'urgence qui nous ont permis d'accompagner nos clients dans cette crise. Alors, vous m'excuserez par avance, mes propos seront parfois teintés CIC Ouest, mais c'est ce qui a été fait sur l'ensemble de la profession bancaire. Bon, le virus circule toujours activement, hein, avec une augmentation des personnes touchées, c'est l'actualité immédiate. Lorsque l'on est rentré dans le confinement et sur le plan économique, les conséquences de la crise ont été immédiates, hein, avec des trésoreries impactées par le ralentissement ou parfois l'arrêt de l'activité. Elles auront des impacts durables pour la suite. En tout cas, nous rentrons dans une période de l'incertain à laquelle nous n'avons jamais été confrontés et qu'il va falloir aborder avec optimisme, proactivité et surtout proximité de tous les acteurs pour construire la suite. Donc moi, je vais vous parler en introduction du PGE et comment envisager cette suite. Face à la crise, je vais peut-être vous faire un rappel rapide du dispositif. On a mis en place des mesures d'accompagnement. Alors, les premières mesures, c'était les reports d'échéances de prêts. Donc, chez nous, pour notre groupe, cela s'est traduit dès le 20 mars, et c'était le cas pour d'autres banques, par le report systématique sur 6 mois des échéances de crédit aux professionnels et aux entreprises. Nos clients avaient ainsi la possibilité de... Alors là, les échéances sont tombées au 15 septembre, et donc, elles avaient la possibilité de rembourser ces échéances intégralement ou de les étaler sur la durée restant à courir ou carrément d'allonger la durée de leur prêt en cours. François nous a présenté quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais sur la Loire-Atlantique, simplement sur notre secteur, c'est 9 813 PGE pour le secteur, pour l'ensemble de la place, pour 1,8 milliard débloqués. Pour le CIC Ouest, donc nous, on a mis en place 1927 PGE pour 468 millions, à peu près 26% qui a été débloqué en Loire-Atlantique. Dernier chiffre, encours moyen pour les entreprises et grandes entreprises, 528 000 € par crédit. Pour les professionnels, on situe autour de 60 000 €. Les modalités de mise en place des PGE ont été quasi immédiates grâce à un dispositif volontairement simplifié pour répondre vraiment à l'urgence. En mesures complémentaires, nous avons versé auprès de 25 000 clients une prime de relance pour compenser la perte d'exploitation. Ça représente 169 millions. Donc, il y a d'autres établissements qui ont emboîté le pas derrière. Et nous avons également aidé les étudiants par un report de 6 mois de leur préétudes avec des primes. Donc voilà, ça c'est sur les mesures qui ont été mises en place. Le dispositif PGE. Donc le PGE, c'était une réponse immédiate à la crise, hein, avec un dispositif qui était ouvert avec très peu d'exclusions. La mise en place est toujours possible, hein, jusqu'au 31/12 de cette année, avec une période de 12 mois in fine à 0%, avec décaissement immédiat dès l'octroi du prêt. Bon, après, il y a une période, je vais y revenir après, d'amortissement possible à l'issue de ces 12 mois, période d'amortissement qui pourra se situer entre 1 et 5 ans. Il y a des discussions en cours sur la place pour éventuellement allonger cette durée, mais rien n'est arrêté à ce stade, y compris le taux qui reste à déterminer. Il y avait quelques particularités pour les entreprises innovantes et les entreprises créées récemment sur la base de la masse salariale pour déterminer le niveau de PGE possible. Pour les autres entreprises, c'était basé sur 25% du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice. Bon. Il y a le PGE saison qui s'est greffé plus récemment.
pour certaines activités saisonnières, hein, donc les CHR, les activités de spectacle, l'événementiel. Donc, globalement, c'est un PGE classique, mais avec un plafond maximum plus important qui est basé sur les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc, pour les sociétés à très forte saisonnalité, les montants, vous imaginez bien, qu'ils peuvent être très conséquents. Donc, là, il s'agit bien de regarder au cas par cas, de s'assurer de la capacité de remboursement de la société en lien avec nos clients et les experts, les comptables, pour mettre l'enveloppe à la juste mesure du besoin en lien avec la crise. Donc là, pour les entreprises éligibles au PGE saison, il y a également la possibilité de proroger ces prêts sur une durée totale de 12 mois, donc 6 mois complémentaires par rapport à ce qui a été fait sur les secteurs d'activité, je dirais, classiques. Aujourd'hui, finalement, on a eu peu de demandes de PGE saison, alors peut-être liées à la très bonne saison touristique sur la région, mais les situations sont quand même inégales. Mise en place des PGE nous obligeait à faire certaines vérifications. Donc, comme son nom l'indique, prêt garanti par l'État. L'État apporte sa contre-garantie à hauteur de 70-90%, sous certaines réserves que les banques ont l'obligation de vérifier. Donc, ces conditions de mise en place, c'était surtout de démontrer que la demande de PGE était bien en lien avec la crise, perte de chiffre d'affaires, difficultés d'approvisionnement. Après avoir détaillé et après avoir épuisé, je dirais, toutes les mesures mises en place sur la place, report d'URSSAF, chômage, etc. Mais globalement, nous avons travaillé avec un plan de trésorerie parfois très, très simplifié pour les plus petites affaires où il s'agissait simplement d'évaluer les charges incompressibles pour accompagner le cycle d'exploitation. Comme je l'évoquais au préalable, le PGE a été distribué très largement, et les chiffres que vous montriez, François, en témoignent. Très peu de refus, 2,8%, nous sur CIC West, 1,4%. Alors, il va falloir envisager la suite et avec quelques réflexes. Donc, toutes les mesures que je viens de vous présenter ont permis de répondre à l'urgence. Ce qu'il faut retenir, c'est 2 mots, anticipation et proximité. Personne n'est vraiment en mesure à ce stade de savoir comment et avec quelle intensité se feront les redémarrages et comment évolueront les marchés. Donc, les premières échéances de période de différé des PGE vont arriver en mars 2021. Et il va falloir que vous les anticipiez pour savoir, alors, premier cas de figure, vous souhaitez les rembourser totalement ou partiellement. Certaines trésoreries le permettent déjà. Certaines entreprises souhaitent le conserver un peu en trésorerie ou mettre en amortissement ce PGE. Donc aujourd'hui, la durée maximum elle est de 5 ans, mais vous pouvez l'étaler sur 1 à 5 ans. Donc concrètement, ce qu'il faut faire, c'est que d'ici la fin de l'année, vous ayez une démarche avec vos experts comptables pour mesurer votre prévisionnel de trésorerie, établir des plans de trésorerie, en mesurant au mieux l'impact de la crise et les perspectives pour votre activité. Pour nous, en tant que banquier, il est important que ces éléments, perspectives de trésorerie, nous soient présentés en toute transparence et pour vous accompagner dans cette période. Il y a vraiment besoin d'un dialogue entre nous et les banquiers de la place. Je pense qu'on en reparlera au cours de la soirée, mais pas trop tard. Et avec le plus de transparence possible. Donc, de toute façon, vos banques vous contacteront d'ici la fin de l'année, début de l'année, pour voir ce que vous souhaitez faire dans cette seconde phase de PGE. Et encore une fois, elles auront besoin de cette mise en perspective. Pour conclure, au-delà de cette démarche globale et dans cette situation vraiment inédite de l'incertain plus que jamais, il est primordial qu'on ait une proximité de dialogue, de l'interactivité. Voilà.
au global, de l'anticipation, de l'optimisme aussi, puisqu'ils en font. Le virus est là, il est présent, donc on vit avec, et de la réactivité, mais pas trop tard. Et nous avons en tant que banquier une vraie volonté de vous accompagner en tant que partenaire bancaire, en étant en proximité pour vous accompagner dans cette crise. Voilà. Merci Hervé. Ce que je retiens, c'est effectivement ces mots avec lesquels vous terminez, l'anticipation, l'optimisme, mais je rajouterai cette communication nécessaire, ce lien qui doit exister. C'est peut-être aussi quelque chose de nouveau qui est en train peut-être d'apparaître entre un chef d'entreprise et son banquier, et le regard que l'on peut avoir entre ces deux personnes qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude d'être aussi transparents que ce que vous venez d'évoquer. Et je pense que c'est peut-être un bon signe. Et également de pouvoir rebondir sur votre idée de quid de la relation avec l'expert comptable et du rôle des experts comptables dans les mois qui viennent pour pouvoir et faire face aux situations que vous venez d'évoquer. Alors, on va regarder avec Vincent Goldy dans un instant ce point. J'avais envie de vous faire part de ces quelques informations. 74% des chefs d'entreprise se déclarent optimistes, et là ça rejoint les propos d'Hervé. 79% déclarent cette mesure de soutien à la trésorerie comme essentielle. Et 60% des entreprises conserveront leur PGE en réserve de liquidité pour les prochains mois, nous dit la BPI. Et toujours la BPI, 50% des PME jugent la trésorerie suffisante. Petites informations, enfin ces informations qui nous amènent, et je me tourne maintenant vers Vincent Goldy, associé au cabinet HLB, et avec Vincent, on va regarder justement la manière l'année 2020, comment elle va se terminer, de faire les prévisionnels sur 2021, et peut-être d'aller regarder du côté des fonds propres, ce qui peut être fait. Voilà Vincent, je te laisse la parole. Merci François, bonsoir à toutes et à tous. Je prends effectivement la suite en tant qu'expert comptable. D'abord, en préambule, je crois qu'effectivement que la crise que nous traversons affecte les entreprises de manière très différente selon les secteurs d'activité dans lesquels elles opèrent, mais également selon leur structure financière. Je pense spécialement aux entreprises qui ont été déjà fragilisées ou avec un endettement fort en phase de LBO. À mon sens, l'année 2020 est marquée par une période bien distincte. Il y a l'avant-confinement, c'est-à-dire globalement le premier trimestre 2020, plutôt porteur, le confinement strict pendant près de 2 mois que nous avons tous vécu, et puis l'après-confinement, c'est-à-dire la période actuelle et qui risque de durer. Donc en réalité, l'année 2020 sera donc totalement inédite, marquée par beaucoup d'interrogations sur la santé des entreprises et sur les perspectives futures. Dans ce contexte, et je rejoins évidemment le propos du CIC, la communication financière est clé pour maintenir le lien de confiance, c'est le terme qui a été utilisé auquel je souscris, entre l'entreprise et ses partenaires bancaires, avec un focus sur l'analyse des comptes 2020 et sur le prévisionnel 2021. Alors, pour ce qui est de l'analyse des comptes 2020, elle me paraît effectivement fondamentale pour comprendre les impacts de cette crise sur les performances des entreprises. Idéalement, il conviendrait effectivement que chaque entreprise puisse présenter ses résultats 2020 avec une analyse par trimestre pour mettre en avant les impacts successifs de la crise sanitaire sur ses performances économiques. Baisse ou arrêt du chiffre externe, avec les effets relatifs au loyer ou au crédit bail, mais également impact du chômage partiel. Tous ces éléments méritent d'être détaillés et précisés pour conserver le lien de confiance et garder la transparence qui est nécessaire pour nourrir cette confiance. Puis au-delà de cette analyse économique, il me semble que l'analyse financière doit prendre le relais pour expliquer l'évolution de la trésorerie en 2020. Parce qu'en réalité, ce qu'on constate auprès de certains de nos clients, c'est qu'avec la mise en place du PGE, avec la suspension des échanges bancaires, les retards de règlement URSSAF et TVA, les décalages de paiement de cotisations RSI, et j'en passe, l'analyse de la trésorerie est rendue très difficile, bien qu'elle soit pourtant déterminante. Il convient notamment, à mon sens, de pouvoir déterminer la part du PGE consommée au titre des difficultés rencontrées. Cette information sera déterminante pour prendre les bons choix
en décembre-janvier, lorsque les interlocuteurs bancaires vont se tourner vers les dirigeants d'entreprise pour connaître les modalités de remboursement du PGE en lien avec les prévisions d'activité 2021. Avant de parler 2021, je veux quand même m'arrêter sur ces sujets de communication des comptes 2020 qui me semblent très utiles pour les dirigeants qui auront à renforcer leurs fonds propres des entreprises, soit par une augmentation de capital, ou qui envisagent éventuellement une cession de leur entreprise. Disposer d'informations détaillées sur 2020 et communiquer sur 2021, c'est permettre, à mon sens, d'isoler de manière précise l'impact de Covid pour ne pas dégrader finalement la performance normative de l'entreprise. Je crois que c'est en procédant de la sorte que les dirigeants pourront s'appuyer pour valoriser au mieux leur entreprise et éviter ainsi une trop grande dilution en cas d'intervention d'un nouvel actionnaire. Comme l'a évoqué également le CIC, je souscris à la nécessité de communiquer sur les prévisionnels 2021. Lorsqu'on parle de prévisionnel, j'entends résultats et trésorerie. C'est pour moi avant tout indispensable, avant tout pour le dirigeant, mais également pour ses partenaires bancaires, encore pour un potentiel investisseur. C'est la clé pour anticiper, je crois que c'est le maître mot, prendre les bonnes décisions et éviter des situations d'urgence qui sont malheureusement souvent désastreuses. Alors évidemment, la construction d'un prévisionnel dans une période d'incertitude n'est pas facile. Il faut intégrer les effets de baisse d'activité, d'impayés clients, de réduction des règlements fournisseurs. Je crois que la mise en place de scénarios est évidemment possible. Pour autant, malgré ces difficultés, je crois qu'en aucun cas, les entreprises ne doivent faire l'impasse sur ces prévisions budgétaires, et encore moins cette année 2021 qui sera marquée pour beaucoup d'entreprises par ces premiers remboursements de PGE. Alors évidemment, les experts comptables et les commissaires aux comptes, aux côtés des directions financières, sont des acteurs clés. Nous avons déjà à cœur d'apporter notre contribution pour soit construire en tant qu'experts comptables, ou challenger en tant que commissaire aux comptes les prévisions établies par les entreprises et participer ainsi à la qualité de la communication financière qui sera partagée avec les parties prenantes de l'entreprise et en premier lieu avec ses partenaires bancaires. En réalité, sauf être dans une situation de trésorerie déjà très difficile, il me semble que l'établissement d'un prévisionnel de résultats détaillé par mois et décliné en matière de trésorerie est suffisant pour appréhender les enjeux à venir. L'objectif du prévisionnel est de mesurer finalement les variations estimées de trésorerie au cours de l'année à venir pour apprécier les points bas au regard du niveau de la trésorerie maximum utilisable par l'entreprise. Il ne s'agit donc pas d'une prévision à l'euro près. Il s'agit simplement de prendre du recul pour apprécier la vue d'ensemble et pour prendre si besoin les mesures nécessaires. Pour suivre une métaphore pour ceux qui font un peu de voile, il s'agit simplement de savoir si la vague à traverser fait un peu moins d'1 mètre ou si elle fait 3 mètres ou 4 mètres et de savoir si son bateau est suffisamment armé, préparé pour traverser les vagues qui s'annoncent. À ce titre, il me paraît important de souligner, puisque c'est souvent ce que j'entends, que la réalisation de prévisions mensuelles est en réalité assez simple à mettre en œuvre dès lors que l'enjeu est d'obtenir une vue macro, notamment les prévisions de trésorerie. En fait, très simplement et de manière schématique, il convient en premier lieu, à mon sens, d'établir un prévisionnel de résultats détaillé par mois pour intégrer simplement les effets de la saisonnalité de l'activité en matière de chiffre d'affaires, charges externes ou encore de charges de personnel. Mais pour beaucoup de charges courantes, entretien, assurance, honoraires, frais de déplacement, une approche linéaire par 12e est parfois bien suffisante. C'est à partir de cette première étape et donc d'une estimation d'un résultat mensuel que l'on peut construire une carte prévisionnelle, c'est-à-dire une trésorerie, une capacité d'autofinancement prévisionnelle qui sera déterminée chaque mois, à laquelle on va venir agréger les impacts de l'évolution du BFR, donc des décalages de règlement client-fournisseur, en retenant évidemment des hypothèses de délai de règlement client et fournisseur. On va venir ajouter à ces flux d'exploitation les flux d'investissement, classiquement donc qui sont connus de manière assez précise, c'est des dates d'investissement, des dates de cession, d'immobilisation, et puis surtout les flux de financement qui se traduisent par les échéances de prêts mensuelles, trimestrielles, dettes LBO, et puis les premières échéances de PGE. C'est évidemment possible et facile. Et l'ensemble de ces données agrégées permettent d'obtenir les flux, un tableau de financement mensuel, prévisionnel, qui va permettre d'anticiper, à mon sens, bien des situations compliquées si malheureusement elles venaient à se présenter. C'est qu'avec la construction de ce prévisionnel 2021, résultats et trésorerie, les entreprises sont en capacité d'apprécier leurs besoins financiers et le cas échéant de se tourner vers leur interlocuteur bancaire pour solliciter un financement court terme supplémentaire ou à minima peut-être le maintien des lignes court terme ou un financement moyen terme.
C'est à mon sens évidemment une étape déterminante, car dans un contexte d'incertitude, et 2021 sera une année faite d'incertitude, les banques seront évidemment très logiquement attentives à apprécier le risque et les besoins réels avant d'accorder ou de renouveler des financements, tout spécialement en matière de lignes court terme. Je retiendrai, voilà, en conclusion de mon intervention, simplement, je souhaite vraiment appuyer sur cette notion de communication financière, à la fois sur l'année 2020 qui s'est écoulée, en isolant bien la période Covid, mais également sur les prévisions de 2021. C'est vraiment, à mon sens, la clé pour permettre à l'entreprise d'anticiper et de bien communiquer avec ses partenaires bancaires. Voilà. Vincent, avant de refermer ce volet, est-ce qu'il y a une réflexion qui tourne, enfin, je pense que 2021 va être une année où le sujet sur le renforcement des fonds propres va être un sujet important. Est-ce qu'on a aujourd'hui plus d'informations sur, je vais le dire de manière peut-être un peu simpliste, mais la transformation d'un PGE en fonds propres dans le courant de l'année 2021? Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus d'informations ou pas? Alors, on n'a pas d'informations à ce stade. Il y a effectivement des discussions, Hervé les a soulignées, qui permettraient d'envisager un étalement plus long, peut-être pourquoi pas une franchise un peu plus longue sur les modalités de remboursement du PGE. Mais à ce stade, on n'a pas d'informations qui permettraient de considérer le PGE comme des quasi-fonds propres, de nature à améliorer la cotation bancaire et à ce que les partenaires bancaires puissent intégrer également ce PGE comme une sorte de ressource durable dans le bilan de l'entreprise. Vigilance, effectivement, certaines entreprises vont être dégradées par des pertes parfois malheureusement importantes pour les secteurs, notamment bien connus, qui souffrent beaucoup, que sont le tourisme, la restauration ou l'aéronautique notamment. Mais à ce stade, on n'a pas d'informations, enfin moi je n'ai pas d'informations qui seraient de nature à penser que le PGE pourrait être assimilé à effectivement des faux propres ou des quasi-faux propres. Oui, je pense qu'il y a, je crois que je l'avais noté en information, je crois qu'on a plus d'un tiers des chefs d'entreprise qui estiment effectivement faire un résultat négatif cette année. Donc, cette dégradation va être, somme toute, importante quand même, je pense. Enfin, c'est ma transition. C'est ma transition avec Erwan qui apparaît. Merci Vincent pour ces informations. Effectivement, on a tout à l'heure évoqué au début de ce webinaire l'intérêt pour la reprise que les entreprises puissent investir. On a 31% des chefs d'entreprise qui déclarent reporter ou suspendre les investissements. Alors, on le sait bien, les investissements des uns font le carnet de commandes des autres. Alors, comment fiabiliser nos relations commerciales en période de crise sanitaire en ce moment, sachant qu'effectivement, on va avoir des entreprises qui vont sortir des résultats négatifs. Donc, cette fameuse confiance qui a été évoquée successivement par Hervé et par Vincent risque peut-être d'être mis à mal par les résultats des entreprises avec un impact sur la cotation Banque de France. Mais donc, il existe des outils également qui ne sont pas forcément, qui sont connus, qui existaient bien avant la crise sanitaire, mais qui sont peut-être un peu méconnus et qu'il faut rappeler. Et c'est pour ça que je me tourne maintenant vers Erwan de Saint-Paul qui va nous rappeler un petit peu ces réflexes que l'on peut avoir à l'égard de nos assureurs et de ce qu'ils proposent en la matière. Erwan de Saint-Paul est chargé de clientèle chez Filialard et je vais lui laisser la parole maintenant. Merci François. Merci François. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, un petit peu dans la continuité de ce qui a été dit sur comment se prémunir et rassurer son entreprise, mais aussi l'environnement économique dans lequel notre entreprise évolue. Il y a en effet quelques outils qui sont importants de connaître, de comprendre, ou en tout cas de savoir qu'ils sont à la disposition de votre entreprise. Le cabinet Filialard a une spécialisation et une expertise en matière de financement de créances, d'affacturage et d'assurance crédit. Voilà. L'état d'esprit de mon intervention de ce soir, c'est vraiment de faire un focus sur l'aspect assurance crédit,
donc que l'on pourrait définir comme une solution pour la bonne gestion de votre poste client, pour préserver les entreprises contre les pertes en cas de non-paiement de vos créances commerciales. On a quand même un quart des entreprises qui font faillite suite notamment à des impayés. Donc, voilà un petit peu le contexte. En France, il y a à peu près 700 milliards de crédits interentreprises et vous en avez 200 milliards qui sont justement assurés crédit. Aujourd'hui, cet outil d'assurance crédit a évolué, certes, mais surtout, c'est vrai qu'à l'image du PGE, l'État est intervenu fortement, un petit peu comme à l'image de la crise de 2008, pour venir contre-garantir et faire au mieux pour que ces assureurs crédits viennent maintenir leur engagement du poste client. Voilà. L'assurance crédit, donc on est d'accord, on est bien sur l'information financière qui nous permet de connaître la solvabilité des entreprises, de vos clients, mais dans l'autre sens, bien évidemment, aussi pour vos fournisseurs. Donc, on a de l'information financière. On a une deuxième partie qui est le recouvrement en cas d'impayé. Et puis, la troisième partie et qui était primordiale, c'est que les assureurs crédits indemnisent les créances non payées jusqu'à des quotités atteignant 90%. Voilà. L'assurance crédit, aujourd'hui, le cabinet filialaire et le monde du courtage est assez présent sur cette expertise-là, parce qu'il est vrai que les contrats sont relativement complexes. Vous avez énormément d'options et de conséquences en fonction de la construction du contrat qui vient sécuriser votre poste client. À l'image, par exemple, d'une option d'un contrat d'assurance crédit qui peut être de venir couvrir le risque de fabrication. Dans un contrat, vous pouvez inclure cette option qui permet, en cas dans la façon où vous avez engagé des achats de matières premières, des investissements en brevets, en stockage pendant des durées de des semaines et des mois, si jamais votre client viendrait, par exemple, annuler sa commande de manière un petit peu spontanée, de dernière minute, vous avez cette option-là qui peut venir vous assurer et donc vous rembourser sur l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la livraison ou de la prestation qui a été prévue initialement avec votre client. L'assurance crédit, et c'est le thème de ce soir, il est important pour votre entreprise, pour sécuriser et peut-être vous accompagner pour bien maîtriser votre poste client. Mais l'assurance crédit dans le cadre de comment se prémunir de la crise, il faut le voir aussi, bien évidemment, et du côté des fournisseurs, puisque les fournisseurs, aujourd'hui, veulent se prémunir contre ce risque d'impayé. Et donc, par conséquent, vos fournisseurs vont, pour se rassurer du bon paiement de leurs prestations, vont aller se renseigner et aller trouver un maximum d'informations financières sur votre entreprise. À partir de ce moment-là, pour que votre fournisseur puisse évoluer dans un contexte économique et favorable, il va prendre connaissance et essayer d'obtenir ces informations qui, en dehors de son partenaire bancaire, il aura besoin d'aller vers des établissements financiers, on appelle assureur crédit, pour vraiment étoffer et se rassurer sur la façon, le délai de paiement qu'il va choisir. Hein, voilà, vous allez négocier des délais contractuels de délai de paiement entre le fournisseur et votre entreprise, et celui-ci va sécuriser l'intégralité de ces ventes au travers des informations qu'il aura pu
récupérer. De là, il est donc primordial, un assureur crédit est un établissement financier à l'image des partenaires bancaires et en toute confiance, de manière transparente, il faut véritablement pas hésiter à communiquer à ces assureurs crédits qui sont, il est vrai, aujourd'hui certes assez frileux compte tenu du contexte dans lequel nous vivons. Néanmoins, plus vous allez transmettre, non pas, pas forcément des liasses fiscales, mais des carnets de commandes, des prévisionnels, vraiment se sentir en confiance pour que vous puissiez ensuite avoir des relations commerciales client-fournisseur, fournisseur-client les plus sereines et les plus adaptées possibles pour pouvoir évoluer et voilà, réaliser votre prestation ou, dans un contexte favorable. L'État, au travers de la BPI notamment, est en effet intervenu depuis le mois de mars pour garantir ce que les assureurs crédits sur lesquels ils sont se retirer. Depuis le mois de mars, il est vrai que le marché de l'assurance crédit, qui est représenté par très très peu de compagnies finalement, on a un leader et puis on a aussi 3, 4, 5 compagnies sur le marché. On peut les citer, c'est relativement simple. On a le groupe LR Hermès, nous avons la compagnie Coface, Atradius, Groupama, AIG, AXA. Vous avez 4, 6 compagnies, les leaders mondiaux et les intervenants mondiaux sur ce marché-là qui interviennent. Sur les 200 milliards de crédits interentreprises qui sont assurés aujourd'hui, l'État est intervenu à hauteur de 150 milliards. C'est-à-dire que lorsque vous étiez une livraison à hauteur de 400 000 € et vous n'êtes plus garanti par votre assureur crédit, vous avez le dispositif étatique qui est mis en place au sein de chacune de ces compagnies, quelle qu'elle soit, et qu'on appelle CAP, CAP+, CAP Export ou CAP Relais, et qui vous permet de bénéficier de cette garantie, de cette assurance pour venir pouvoir réaliser votre marché entre clients-fournisseurs en ayant cette assurance d'être indemnisé, d'être recouvré de vos créances commerciales. Voilà. L'assurance crédit sont des compagnies qui sont centralisées et qui sont transparentes, qui sont totalement dans lesquelles vous pouvez évoluer avec de la confiance en termes de transmission d'éléments financiers. On est bien sur des établissements qui sont là pour réaliser un maximum de volume de chiffre d'affaires entre les entreprises. Voilà. Un petit peu l'état d'esprit de ces polices d'assurance crédit qui doivent réellement venir et qui sont là pour sécuriser vos marchés afin que vous puissiez avancer et produire vos contrats et assumer les différentes opérations entre vos clients et vis-à-vis de vos fournisseurs pour que ce soit de manière sereine et constructive. Donc, n'hésitez pas à communiquer à ces établissements et le rôle du courtier, c'est vrai, est assez présent dans ces expertises-là parce que l'assureur crédit peut faire peur, il peut être méconnu, mal compris, mais on est vraiment là, il faut savoir que c'est un soutien, c'est un outil de gestion et de maîtrise de son poste client. Voilà un petit peu dans la globalité de la présentation de cet outil. Et Erwan, merci. Et je retiens encore une fois ce mot communication qui va être nécessaire avec les assureurs crédits. Mais j'avais quand même une question que tu as peut-être évoquée, mais refaire un focus dessus. C'est est-ce que les entreprises, du fait de la situation qu'elles sont en train de traverser, avec des bilans 2020 qui vont être
avec globalement 3 ou 4 mois de chiffre d'affaires en moins. Donc, il va quand même y avoir un impact. Est-ce que le regard des assureurs crédits vont être, est-ce que ce regard va être un petit peu teinté de moins de rigidité, on va dire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les chefs d'entreprise soient avec une question peut-être moins dure que si ça avait été dans des conditions normales, hein, un peu plus de souplesse de la part des assureurs crédits? Est-ce que c'est possible d'attendre ça? Honnêtement, de manière très transparente, malheureusement, la période est particulièrement compliquée. Nous avons, au sein de Filialar, un portefeuille client, et il est vrai que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de se battre contre les assureurs crédits qui résilient, qui réduisent leur couverture. C'est très, très compliqué de faire, d'obtenir la majorité des garanties que nos clients souhaitent. Ils sont très clairement en réduction et en résiliation de leur couverture. D'où le dispositif étatique qui vient compléter. Voilà, ils ont divisé par 1/3 leur garantie, voire 2/3. Quasiment, on est presque à plus de 50% des garanties que les assureurs ont coupées depuis le mois de mars. Et donc, en effet, les entreprises sont face à une réelle difficulté de vendre des marchandises ou de réaliser une prestation sans avoir la sérénité d'être assuré derrière. Donc, on essaye, nous, en tant que courtier, de rencontrer les arbitres financiers de ces compagnies pour donner vraiment du quotidien, quotidienne de nos clients ou de nos prospects, parce qu'en effet, c'est très complexe. Donc, à nous, le rôle de courtier, de compléter cette entreprise peu communiquée. Et heureusement qu'on a eu le dispositif étatique du mois de mars qui vient. Et il est vrai que la période est très compliquée. Voilà. Donc, c'est un outil. Il n'est pas exorbitant. J'avais noté, pour donner quand même un état d'esprit, aujourd'hui, sur une entreprise qui réalise environ 5 millions de chiffre d'affaires et de prestations de vente, elle aura un coût annuel environ de 15 000 € de police d'assurance crédit à l'année. Et donc, ça lui permettra d'avoir ses créances assurées jusqu'à 90%, soit directement avec la compagnie, soit en complément avec le dispositif étatique. Mais je peux pas ne pas être transparent sur le fait que c'est… Voilà, et encore une fois, ça rejoint les propos tenus précédemment de transparence et de travailler en collaboration avec les assureurs crédits, compte tenu du contexte dans lequel elles vont évoluer où nous évoluons actuellement. Voilà. Donc, à l'image de la note, on parle souvent des notes de la Banque de France. Les établissements crédits ont des scorings internes. Et pour améliorer ces scorings, on en revient à la transparence et à la communication d'un maximum d'informations. Merci Erwan pour toutes ces informations. Et on se dirige maintenant vers le dernier chapitre de nos travaux de ce soir. Et si jamais, je l'ai intitulé comme ça, et si jamais tout ce qui vient d'être évoqué ne fonctionnait pas, ou n'allait pas donner les estimations nécessaires, il va peut-être falloir penser à se diriger vers le tribunal de commerce. Et je vous donne quelques informations sur les prévisions de défaillance des entreprises. Sur 2020, on attend une baisse de 9%. Sur 2021, ce fameux rush dont nous parlons à peu près tous, 2021, donc il y a plus 32%. Et ça représentera à peu près 62 000 entreprises, 62 000 procédures collectives. On retrouverait les niveaux de 2008-2009. Vous savez que depuis 2008-2009, on a une baisse de ces procédures collectives. On était arrivé, je crois, l'année dernière aux alentours de 50 000 procédures collectives. Donc voilà, là, en quelques mois, avec le Covid, on va repartir en arrière et se retrouver dans ces niveaux
post-crise des subprimes en 2008-2009. Le président Bellay, le nouveau président du tribunal de commerce de Nantes, a fait passer récemment un article sur l'activité du tribunal. Et j'avais envie de redonner une de ces phrases. « Venez voir les tribunaux avant qu'il ne soit trop tard ». Que c'est un cri qu'il lance parce qu'il peut y avoir à la fois un engorgement des tribunaux, enfin des entreprises au moment où elles vont être obligées de cesser leur activité. Donc, mais également, il y a aussi la volonté, avant qu'il ne soit trop tard, si nous agissions plus tôt que prévu, et agir avant que le problème ne soit vraiment devant le nez et qu'on ne puisse plus rien faire. Et là, je me tourne vers deux personnes. Marie Robineau, qui est présidente de la commission Avenir et Santé de l'entreprise et qui est également associée au cabinet Simon et Associés, et puis qui est en collaboration avec François Chassin, qui est membre du CIP 44 et qui est l'ancien président du tribunal de commerce de Nanterre. Et tous les deux vont nous parler de ces réflexes que nous devons avoir sur les procédures amiables, les procédures contentieuses, le rôle du réseau, et pour répondre un petit peu, ou pour en tout cas donner une explication sur ce qu'a dit le président Bellay en disant ne tardez pas, s'il y a des difficultés, ne tardez pas. Voilà Marie, je te laisse continuer sur ce chapitre en collaboration de François tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup François. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, le message que l'on va vous faire passer sur cette dernière partie de notre conférence, c'est sans doute dans la droite ligne de les propos qui ont pu être tenus par le président Bellay, c'est-à-dire que le tribunal de commerce, alors ça va être très difficile à entendre pour beaucoup, mais mon propos sera appuyé par François Chassin et son expérience, doit être plutôt considéré comme un allié que comme un ennemi, et si on arrive à en faire un allié en allant le voir suffisamment en amont, il y a une bienveillance qui s'instaure et une issue positive. Parce que c'est vrai que je suis toujours assez réticente des chiffres que l'on peut mettre en avant sur le nombre de défaillances, sur l'inefficacité des procédures, puisque ces chiffres démontrent que la plupart des procédures sont des liquidations judiciaires. Oui, mais entendons-nous bien, les chiffres paraissent importants, mais en fait, on est sur un nombre important de sociétés qui vont directement en liquidation judiciaire, et que dans ces sociétés qui vont directement en liquidation judiciaire, il y a un ou pas de salariés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Les chiffres paraissent toujours très importants et font dire que les procédures qui sont aujourd'hui en place en France ne sont pas efficaces. Or, quand on a l'habitude de ces procédures et quand on voit comment on peut les mettre en place quand on agit suffisamment en amont, on est plutôt dans une logique d'efficacité et on est plutôt dans une logique de se dire que la boîte à outils qui a été construite au fur et à mesure par le législateur est une boîte à outils à la disposition des chefs d'entreprise. Et tout notre message, et je laisserai François Chassin compléter mon introduction, mais tout notre message qu'on veut faire passer aujourd'hui à travers cette conférence, c'est que globalement, quand on est acteur d'une situation qui là est un contexte particulier qui est la crise sanitaire, en disant « Ok, je prends à bras-le-corps le sujet, j'essaye autant que faire se peut, accompagné de mon expert comptable, tel que l'a indiqué Vincent Goldy, d'anticiper et de me dire « Ok, je me projette ». Alors voilà, si la situation perdure avec le Covid sur X mois et que mon impact de chiffre d'affaires est de temps, eh bien, ça m'emmène où ma trésorerie ? Et selon cette situation chiffrée, on va en pouvoir mettre en place des procédures qui sont efficaces pour préserver la valeur de l'entreprise. Parce que c'est vrai, on ne peut pas vous le cacher, plus une procédure est publique, donc les procédures bien connues, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, bon, il n'y a plus d'activité, mais redressement judiciaire, et plus ça atteint la valeur de la société. Or, tout l'objectif de ces périodes telles que l'on vit aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut vraiment que notre conférence soit tournée vers cette situation, c'est parfois, il faut être dans une logique de se dire comment on va se mettre sur une période donnée un peu en mode survie. En mode survie parce qu'on constate que depuis avril, on a moins 30% de chiffre d'affaires, parce qu'on constate un certain nombre de choses qui inéluctablement impactent notre trésorerie, même si on a eu des aides de l'État indirectement, des banques, même si on a cumulé l'ensemble de ces mesures qui ont été mises en faveur de l'entreprise pour préserver sa trésorerie,
À aucun moment il faut garder cette vigilance, et en tout cas il faut garder cette anticipation. Et cette anticipation, elle est très bien accompagnée par les tribunaux de commerce quand on veut bien pousser la porte. Voilà. François, si vous souhaitez compléter mon propos, n'hésitez pas. Oui, moi je voudrais compléter en disant que l'accès au tribunal est quelque chose de très facile. Alors, il y a d'abord l'accès matériel. Vous allez sur un infogreffe, vous allez sur Tribunaux de commerce de Nantes, vous avez 2 sites qui sont extrêmement bien faits, et vous avez une possibilité d'entrer, de faire une demande par le tribunal digital. Donc, toutes ces choses-là existent, mais ce ne sont que des outils. Derrière, il y a des juges, il y a des hommes, il y a des présidents de tribunaux, et tout ce qu'on va vous dire, c'est que vous pouvez toujours avoir accès à un homme, à condition que vous soyez en anticipation, à condition que vous ayez confiance, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer, et vous êtes toujours assuré d'une confidentialité. Donc, quand le président Bellay dit « venez nous voir », et c'est pas simplement dire « venez nous voir, on a des choses à vous dire », c'est « venez nous voir, on va travailler ensemble ». Pourquoi ? Parce que le slide qui se présente ici vous montre un petit peu le cheminement du dirigeant qui a une difficulté. Qu'est-ce que c'est qu'une difficulté? C'est bien sûr une difficulté financière, c'est un trou de trésorerie que l'on voit, un prêt LBO qui ne va pas pouvoir être remboursé, etc. Mais ça peut être aussi une difficulté contentieuse. C'est par exemple une créance qui n'est pas recouvrée et qui n'est pas assurée. Alors je m'adresse surtout à toutes les entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui ne font pas forcément appel à l'assurance crédit. On vous a dit 700 milliards de créances et 200 milliards qui étaient assurés. Il y a de la marge dans tout ça. Mais tout ça, le tribunal, il a plusieurs moyens de vous aider à recouvrer une créance. Vous pouvez aller voir, bien sûr, les CIP, on en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez, des petites créances. Vous avez un premier outil qui s'appelle l'injonction de payer. Ça, en 8-10 jours, vous avez pratiquement 80 chances sur 100, si vous présentez bien votre dossier, que vous ayez une réponse directe du tribunal. Vous avez quelque chose d'urgent et vous êtes vraiment sûr de vous, et votre avocat est sûr de lui et de vous. Vous avez le référé, vous avez le contentieux au fond. Toutes ces choses-là, c'est ça aussi que toutes ces difficultés qui vont entraîner après des difficultés de trésorerie. Le tribunal, il est là pour ça. Et si vous voulez avoir encore un accès plus facile, il existe maintenant des outils qui sont avant le tribunal, qui sont les outils de médiation. Et ces outils de médiation sont encore peu connus, mais sont particulièrement efficaces quand on adapte bien les parties, les avocats sont d'accord entre eux. Il faut être 3, il faut les 2 parties qui sont en litige, et il faut un médiateur qui arrive à faire en sorte qu'une solution émerge. Donc, toutes ces choses-là existent, et toutes ces choses-là nécessitent de la confiance et de la confidentialité. Vous les avez, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer, et n'hésitez pas à intervenir pour demander, mais dans tel cas, j'ai un juge en robe noire, j'ai des juges, ça fait peur, pas du tout. Le juge, quand vous reçoit comme ça en préventif, il n'est jamais en robe noire. Il est en costume-cravate, de moins en moins la cravate, et il est là pour vous écouter avec bienveillance. Bien évidemment, il aura toujours le respect du contradictoire qui a assuré. C'est pas parce que vous racontez une histoire qu'il va vous croire. Mais d'une manière générale, il y a toujours une forme de bienveillance, que ce soit dans des difficultés financières ou dans des difficultés de contentieuses. Et dans le contentieux, c'est tout simplement, vous avez investi beaucoup sur une négociation très lourde, négociation pour obtenir un contrat, fournir des prototypes, vous vous êtes engagé peut-être sur la bonne foi d'un mail et puis vous n'êtes pas payé. Eh bien, des choses comme celle-ci, tout ça existe, et si vous les traitez tout de suite, le tribunal peut vous aider, ou au moins apporter les conditions d'une médiation. Et si ça n'arrive pas à échéance, on arrive aux procédures amiables ou à ce type de gestion de trésorerie. Et je repasse la parole à Marie Robineau. Voilà, simplement pour vous dire, les juges existent et les juges sont des hommes comme vous, et toujours, ou dans 90% des cas, ils ont été dirigeants d'entreprise. Donc vous parlez à vos pareils, et vos pareils sont là pour vous comprendre.
Merci beaucoup. Ça peut paraître assez étonnant de promouvoir le tribunal de commerce ainsi, parce que c'est vrai que c'est pas un propos qui est courant, et surtout chez les chefs d'entreprise, c'est même plutôt quelque chose on préfère le fuir que d'y rentrer. Et c'est là tout l'objet de notre conférence, de vous sensibiliser de par notre expérience que finalement cet allié peut faire aboutir des sujets sur lesquels on se sentait bloqué, et sur des sujets qui sont très divers, comme vient de vous le citer François Chassin. Et c'est vrai que sur cette notion d'anticipation des difficultés, on est sur un angle d'intervention du tribunal de commerce qui a été renforcé de par différentes lois et précisément au cours de la crise sanitaire pour être au service du chef d'entreprise et voir comment on peut préserver au maximum les entreprises. Et de difficultés ponctuelles ou de difficultés plus structurelles. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite aujourd'hui, sur un délai très court, parce que forcément ça pourrait être sur des délais beaucoup plus longs, de vous raconter l'ensemble des procédures, mais vous sensibiliser sur cette boîte à outils ou des sujets qui semblent être une difficulté pour un chef d'entreprise qui va se confronter à une trésorerie qui se dégrade chaque mois. Comment il peut y répondre, comment il peut préserver cette trésorerie tout en préservant sa responsabilité et tout en continuant de travailler sans difficulté avec ses fournisseurs habituels. Et bien là, il y a des procédures qui sont tout à fait efficaces, trop méconnues des chefs d'entreprise pour répondre à ces difficultés. Ces procédures, c'est principalement ce que l'on va appeler les procédures de prévention. On les met dans ce cadre-là. C'est de la prévention, va être une procédure de mandat ad hoc ou une procédure de conciliation. C'est un cadre juridique sur lequel on va être en accord avec le président du tribunal, initier des négociations avec différents interlocuteurs. Et ces différents interlocuteurs, pour certains d'entre eux, vont être beaucoup plus à l'aise de négocier dans ce cadre juridique que hors cadre, raison pour laquelle elles sont efficaces. Mais le point principal de leur efficacité de ces procédures de prévention, on ne va pas faire de distinction entre mandat ad hoc et conciliation, puisque globalement, on est sur les mêmes objectifs, avec quelques nuances près, mais on rentrerait trop dans le détail. Et ces procédures de prévention ont véritablement pour objectif de préserver la valeur de la société dans un cadre confidentiel. Et ça, François Chassin l'a touché du doigt, mais c'est un point essentiel sur quand on est confronté à une difficulté, à des difficultés qu'on anticipe parce qu'on se dit que la trésorerie se dégrade chaque mois. Alors, si on veut préserver son fonds de commerce, son activité, sa valeur, il faut définitivement privilégier la confidentialité. On sait que dès lors qu'une procédure est publique, les chances d'une issue positive sont d'autant plus réduites parce que le marché est informé, les clients sont informés, et donc tout ça crée un climat de réticence. Les assureurs crédits dont on parlait tout à l'heure avec Erwan créent un climat qui n'est pas du tout serein et va donc atteindre la valeur de la société. Alors que si on arrive à maintenir des négociations confidentielles, ces négociations vont pouvoir aboutir et préserver la valeur de la société parce qu'on va négocier avec des interlocuteurs qui ont l'habitude de ces procédures et sur lesquels il n'y aura pas d'atteinte à la valeur de la société. Qu'est-ce qu'on va négocier dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ? La première négociation, et je parle sous le contrôle d'Hervé Joumier, c'est avec une négociation qui va souvent se diriger vers les banques. Les chefs d'entreprise ont souvent tendance à réagir en disant « mais je ne peux pas prévenir mon banquier de mes difficultés, ça va être compliqué ». Or, je crois que le mot d'ordre de tous les interlocuteurs qui vous sont été présents ce soir pour vous faire cette conférence, ça a été quand même un mot d'ordre de transparence. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, c'est de la transparence qu'on doit même avoir vis-à-vis de soi-même. Et c'est parfois pas simple, cette transparence. Mais que ce soit Hervé Joumier sous l'aspect bancaire, que ce soit Hervé Goldy sur l'aspect expert comptable, Erwan Saint-Paul sur l'activité des assureurs crédits, la transparence va être un atout pour pouvoir mener à bien et répondre à ses objectifs qui est de préserver sa société face à des difficultés, notamment le Covid, complètement inattendues et sur lequel c'est un séisme. Elle est difficile, mais elle paye, parce que finalement, les établissements bancaires vont avoir une approche assez positive d'un dirigeant qui va anticiper des difficultés et qui donc, pour anticiper des difficultés, va avoir une logique de se mettre sous un angle protecteur du tribunal en ouvrant une procédure de prévention. Et des situations qui pouvaient être assez tendues entre des chargés d'affaires des établissements bancaires avec le chef d'entreprise, parce que chacun est tendu dans sa position. Le chargé d'affaires se rend compte que la trésorerie se dégrade, que la société ne s'améliore pas, et le chef d'entreprise se rend bien compte que sa boîte ne va pas très bien. Donc, n'est pas dans une approche très, très ouverte vis-à-vis de ses interlocuteurs habituels. Eh bien, l'ouverture d'une procédure de prévention, conciliation, mandat ad hoc, je ne fais pas de distinction, va permettre
aux chefs d'entreprise de changer d'interlocuteur au sein des établissements bancaires, puisque les établissements bancaires sont maintenant organisés que l'ouverture d'une procédure fait admettre la désignation des affaires spéciales, d'un nouveau département affaires spéciales, qui sont tout à fait à l'aise avec la notion de difficulté, avec la notion de procédure de prévention, et qui donc vont se lancer dans une logique de négociation avec un regard neuf, puisque ce n'est pas le chargé de clientèle, et donc les choses vont être beaucoup plus simples à initier avec les établissements bancaires, puisque ces regards neufs, on part plutôt d'un rapport blanc qu'on va construire. Oui, il y a le passé, il y a des difficultés, c'est quoi l'avenir et est-ce que la banque peut accompagner pour que l'avenir soit définitivement confirmé dans un sens de rebond. Et ça, c'est des choses importantes à avoir en tête, un dirigeant qui va anticiper, qui va se mettre sous la protection du tribunal, puisque considérant qu'elle est dans une procédure juridique qui va sécuriser les éventuels accords qu'on va trouver. Et c'est des leviers immédiats, parce que là, je vais revenir sur le propos initial qui peut paraître assez inhabituel. Tout ça peut se mettre en place très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir des tribunaux de commerce. Je fais la preuve aujourd'hui d'appeler le greffe pour avoir rendez-vous avec le président pour ouvrir et qu'on me propose une réunion soit demain à 15h, soit lundi à 9h. Pour vous dire la réactivité des tribunaux de commerce, donc ça veut dire que ma réunion que je positionnais lundi, parce que ça m'arrange, va permettre une ouverture rapide de procédure et rapidement les banques vont être informées de l'ouverture de cette procédure de prévention et le département affaires spéciales de chacune des banques va s'emparer du dossier pour répondre assez rapidement à la difficulté et vraisemblablement mettre, s'il y a des prêts en cours, une période de franchise en capital qui a un effet immédiat sur la trésorerie. Et ça, de par expérience, et je parle sous le contrôle de François Chassin, on parle de 15 jours pour la mise en place largement de cette franchise en capital. Donc, c'est un effet qui est radical sur la société, sur sa trésorerie, de préserver assez rapidement sa trésorerie par un accompagnement de la banque dans un cadre juridique particulier. Il y a certains chefs d'entreprise qui me disent « Ah, mais moi, je peux négocier ça avec mon chargé d'affaires sans difficulté. » C'est vrai que les chargés d'affaires, surtout dans le cadre du Covid, ont démontré, et les banques ont démontré qu'ils avaient une faculté à soutenir les sociétés en mettant en place des franchises en capital de manière parfois spontanée pour soutenir. C'est vrai. Mais si on souhaite avoir un accompagnement plus sur la durée et répondre à des problématiques qui vont peut-être durer un peu plus, parce que quand on voit qu'on a une dégradation du chiffre d'affaires liée notamment à la crise, ça peut poser des difficultés. Et donc là, on va avoir un accompagnement plus long avec l'établissement bancaire pour aboutir à un accord qui va définitivement pérenniser la société et pas simplement être une petite rustine sur une situation particulière comme on a pu le voir pendant le Covid. Donc ça a un impact d'autant plus long et des engagements des banques qui vont être d'autant plus significatifs pour préserver la trésorerie. Parce qu'on ne vous le dira jamais assez, et je pense que c'était aussi les interventions des différentes personnes, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Vous pouvez avoir un chiffre d'affaires qui augmente, mais avoir des charges qui augmentent, donc derrière, vous n'aurez pas une trésorerie. Le nerf de la guerre, et s'il y a bien un point de vigilance que les chefs d'entreprise dans cette période doivent avoir, c'est bien l'évolution de leur trésorerie. En prenant des scénarios différents, en prenant des hypothèses différentes, mais qui permettent d'avoir une vraie vision sur l'évolution de sa trésorerie. Il y a des leviers si on a du temps pour négocier. Quand je dis du temps, c'est pas un an, c'est dans le cadre d'une procédure de prévention, elle dure en moyenne entre 3 et 6 mois selon la procédure que l'on choisit. Donc, ça va assez vite, mais si il y a une incapacité, je prends souvent cet exemple, de payer ses salaires à la fin du mois, quand on est en plein dans le mois concerné, on n'a pas le temps de négocier. Il n'y aura pas les leviers dont on est en train de vous parler, qui sont pourtant essentiels pour parfois passer à une petite ornière et préserver sa société dans un cadre plus pérenne. Donc, c'est cette notion de trésorerie qu'il faut véritablement surveiller au quotidien avec ses conseils habituels, parce qu'elle va déterminer à quel moment il va falloir aller pousser la porte du tribunal du commerce pour se faire accompagner et aider dans le cadre d'une procédure particulière. François, est-ce que vous souhaitez compléter mon propos? Je reprendrai ce qu'a dit Vincent Goldet tout à l'heure. L'établissement d'une trésorerie, évidemment, il faut la faire de manière précise, en intégrant absolument tous les chapitres qu'il a déclinés, hein, les investissements, les remboursements de prêts, que ce soit des prêts au titre de LBO, etc. Tous les événements, les retards de fournisseurs, ces tableaux, il faut faire des hypothèses, et ensuite,
vous allez, avec votre avocat, vous allez vous dire, bon, on n'y va pas, etc. Frappez à la porte du tribunal, demandez au greffe une entrevue avec le président, ça prend 24-48 heures, ça coûte 200 €. Ça ne coûte rien. Donc, l'accès à la justice commerciale, il est extrêmement, il ne faut pas que ça soit, qu'il y ait un frein. L'ensemble des procédures au tribunal de commerce sont quasiment, enfin pas gratuites, mais presque. Et donc, il ne doit pas y avoir de barrage. Vous avez des hommes qui sont prêts, vos tableaux de trésorerie qui sont prêts, vos experts comptables. Rien ne vous empêche d'ailleurs de vous faire accompagner lors du premier rendez-vous avec le président du tribunal de commerce, de votre expert comptable qui peut vous appuyer vos prévisions de trésorerie. Le président peut lui demander, peut le challenger sur telle ou telle chose, mais pourquoi avez-vous fait ci, fait ça? Et le président, après le premier entrevue, il aura déjà lui-même une opinion, enfin une opinion, non, c'est pas une opinion, il aura une vue de la société qui va rentrer en mandat ad hoc ou en conciliation. J'ajoute que, par difficulté, dans des mandats ad hoc, on peut très bien intégrer aussi les problèmes de conflits d'associés. Si aujourd'hui, vous avez des associés qui se tirent des bourres, excusez-moi de la familiarité, ça peut mettre en danger l'entreprise. S'il y a un pacte d'actionnaires à renouveler dans les mois à venir, alors ce n'est pas parce qu'il y a le film Mon cousin qui sort et qui est tourné dans la région, mais vous avez des difficultés auxquelles on ne pense pas et qui peuvent vous créer un accident dans les 5 ou 6 mois parce qu'il y a un empêchement de fonctionnement de la société. Ce sont toutes ces choses-là que vous allez expliquer au président. Et évidemment, si vous avez un conflit d'associés, ça restera entre vous et le président. Peut-être qu'après, il faudra mettre dans la conciliation les associés autour de la table, mais simplement pour vous dire que c'est la vie d'entreprise que vous allez présenter au président du tribunal de commerce. Donc, c'est simple, c'est facile, ça demande simplement d'avoir fait des prévisions. Ça, c'est peut-être pas le plus facile, mais c'est l'exercice auquel il faut s'astreindre. J'ajouterai que quand vous irez voir le président, il faut que vous soyez entouré de bons conseils. Ce sont vos conseils, c'est vous qui les avez choisis. Vous avez confiance. Si votre avocat ne vous plaît pas, changez d'avocat. Si votre expert ne vous plaît pas, alors je ne vais pas dire changer d'expert comptable ou de commissaire aux comptes, parce que c'est plus compliqué, mais soyez à l'aise avec l'équipe qui vous entoure et qui va aller vous aider auprès du président du tribunal de commerce. Ouais, non, mais je rejoins complètement le propos et même sur changer d'avocat sans difficulté quand vient pas, mais parce qu'en effet, dans une période complexe, il faut que le chef d'entreprise s'entoure. Et ça aussi, ça a été touché du doigt par François lors de sa présentation de la commission. Notre réflexion au sein de la commission, elle est aussi autour du dirigeant, de se dire que le dirigeant est parfois seul à assumer beaucoup de choses et qu'on se doit d'être présent au sein de la commission pour le dirigeant, mais aussi, en effet, le dirigeant doit savoir, à un moment donné, identifier ses conseils pour pouvoir mener à bien des objectifs qu'il entend poursuivre, c'est-à-dire préserver sa société, qui parfois y a passé beaucoup de temps et où les fondamentaux sont là, mais il y a eu des accidents de parcours. Et cette équipe risque doit être bien appréhendée par le dirigeant pour qu'il se sente confiant et qu'il se sente porté aussi par une situation qui, à un moment donné, a pu le rendre en difficulté psychologique, ce qui est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses à porter et qu'aujourd'hui, en tant que conseil, il y a une vraie possibilité de faire redescendre la pression en disant, voilà, il y a des sujets, il y a une boîte à outils qu'on va pouvoir mettre en place à tel ou tel moment. Vous avez telle ou telle difficulté, voilà la boîte à outils qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est vrai que tout de suite, pour un dirigeant, ça redescend la pression en disant, OK, je me rends compte que j'ai des difficultés, mais il y a des réponses en face auxquelles je peux souscrire pour pouvoir y faire face. Et ça, c'est très important. Et c'est parfois pas inné parce que le chef d'entreprise est compétent dans son domaine et n'est pas compétent dans tout. Donc, cette ouverture, et c'est la raison de cette conférence de ce soir, de vraiment ouvrir l'esprit sur il faut absolument pas rester seul, il faut échanger parce que les choses existent, beaucoup de choses existent en faveur du chef d'entreprise. Et on l'a vu, alors ça a été un peu récrié dans la presse, mais en effet, au cours de la crise sanitaire, il y a une ordonnance qui a été prise par le gouvernement pour soutenir les entreprises, et notamment qui a autorisé certains chefs d'entreprise à se positionner en repreneur de sa propre entreprise, les dettes en moins.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans la presse, puisqu'on a eu des cas un peu complexes et qui étaient, en plus, ont été repris par la presse en vulgarisant le propos et souvent le déformant. Mais ça a été dans cette logique-là, ça a été dans la logique, dans l'état d'esprit que moi je poursuis, en tout cas, c'est de dire, on est plus souvent sur des chefs d'entreprise qui ont tout donné pour leur société et qui très souvent arrivent en disant, moi ça fait des mois que je ne me paye plus, par contre mes salariés sont payés rubis sur ombre, et qui donc vraiment se sacrifient pour leur boîte, et qui, à un moment donné, doivent tirer les constats de la situation. Donc, soit on peut vivre avec la situation telle qu'elle existait, donc on est dans une procédure de prévention et on va négocier avec nos principaux créanciers pour se donner du temps, pour survivre et passer l'ornière. Soit on est sur un constat où la situation est beaucoup plus difficile, qu'on ne voit pas comment la situation va pouvoir se retourner parce qu'il y a eu des changements d'habitude. On le voit sur certains secteurs d'activité. Le télétravail touche un certain nombre d'activités puisqu'il y a eu un changement de mode de vie, donc forcément il y a des dommages collatéraux, et comment on en tire des conclusions, comment on en tire des sujets pour se dire, bah voilà, il est temps que je réagisse en mettant en place telle ou telle procédure. Et ça, c'est une lucidité qui est parfois difficile à avoir, mais qui se construit avec des conseils, en tout cas qui se construit en parlant à des tiers, qui permettent d'avoir un regard un peu plus haut que le regard d'un chef d'entreprise qui est dans son quotidien. Parce que on a parlé des procédures de prévention de manière un peu rapide, c'est vrai, mais le temps nous est compté. C'est pour vous dire qu'il y a un aspect confidentiel des négociations qui peuvent être menées avec les établissements bancaires, mais pas que. François Chassaing a eu complètement raison d'indiquer que des conflits d'associés peuvent aussi être appréciés dans un cadre confidentiel avec l'intervention d'un tiers nommé par le président. Ça peut dénouer des situations qui parfois étaient complètement bloquées, puisqu'il y a quand même une autorité qui est là. Et puis avec d'autres créanciers, les créanciers fiscaux sociaux, puisque dans un cadre de procédure de prévention, on va pouvoir aussi appuyer une négociation sur des dettes fiscales et sociales qu'on a créées peut-être de manière plus longue que si on était en négociation, encore une fois, en bilatéral. Donc ça va venir appuyer le propos et descendre un peu tous les sujets de la société pour se dire, bah, si on met tout ça en place, la trésorerie va être préservée pour tenir 6 mois, 8 mois, 12 mois de plus et passer l'ornière auquel on est confronté. Ça, c'est l'aspect prévention et c'est un aspect confidentiel, donc personne ne le saura et ça permettra d'avancer. Ce sur quoi on veut aussi insister dans le cadre de cette conférence ce soir, c'est qu'il y a des leviers qu'il faut aussi associer à des procédures plus dures, des procédures dont on fait plus l'écho dans la presse. Bah oui, c'est public, donc forcément la presse en fait parfois le chou gras, que sont les procédures collectives. Que ce soit la procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, tout le monde connaît, puisque c'est le grand mot, ça s'arrête, et c'est parfois ce qu'on appelle déposer le bilan. L'activité s'arrête après la liquidation judiciaire, on n'en parlera pas, ou peu, si ce n'est que le propos que je tiens à dire ce soir, c'est que la liquidation judiciaire peut aussi être une réponse à un dirigeant qui se trouve être dans une situation où il ne voit plus comment s'en sortir, et qu'il faut toujours avoir ce regard un peu objectif et mieux appuyer sur le bouton de la liquidation judiciaire pour plutôt poursuivre une activité qui, on sait, va dans le mur, créer des nouvelles dettes et à la fin pour engager la responsabilité du dirigeant. Donc, ce qu'on n'a pas forcément dit avec François Chassaing, mais que je sais qu'on partage le propos, c'est que finalement, pousser la porte du tribunal, c'est aussi un acte de gestion pour un chef d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que le tribunal doit être vis-à-vis d'un chef d'entreprise comme une décision de gestion, de dire à un moment donné, il faut que je laisse cette décision de gestion, de soit demander l'arrêt de mon activité parce que ça ne va plus et parce que moi-même, je n'ai plus envie de la porter, ou soit aller vers d'autres procédures qui vont démontrer au tribunal que je prends la mesure de ma situation de chef d'entreprise. Et ça, je pense que pour un chef d'entreprise, il doit garder ça en tête, que la réflexion sur l'évolution de cette trésorerie et sur éventuellement mettre en place une procédure, qu'elle soit confidentielle ou non, est une décision de gestion qu'il doit toujours garder en tête pour se dire ça fait partie de mon rôle de chef d'entreprise. C'est pas simple, c'est pas les moments les plus simples, mais ça fait partie de mon rôle de chef d'entreprise de prendre cette décision de gestion. Et ça fait partie de mon rôle de chef d'entreprise d'un moment donné de peut-être se dire eh bien là, les négociations que je pourrais mener à l'amiable ne seront pas suffisantes pour répondre à ma difficulté et se tourner vers des procédures plus contraignantes, PR public, comme la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire. Je voudrais vous donner un exemple parce que je pense que c'est très important dans le cas dans lequel on vit, que la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, procédure collective, compliquée parce que c'est public, mais il faut avoir en tête que ça peut aussi être une boîte à outils. Et ça peut être un outil très efficace pour, à un moment donné, bloquer la dette à une date que l'on a déterminée et passer sur une logique plus contraignante, mais une logique sur laquelle on sait qu'on a l'objectif qu'on poursuit. Je m'explique.
Aujourd'hui, vous constatez, chef d'entreprise, vous constatez que votre activité est définitivement dans une logique difficile et que le retournement du marché sur lequel vous aviez l'habitude d'intervenir n'est pas pour demain, pour plein de raisons, surtout liées au Covid. Et que donc, il y a une nécessité de réduire au maximum la masse salariale. C'est une décision qui est difficile à faire, mais qui est indispensable pour soit pivoter, c'est-à-dire changer complètement d'activité, soit être dans une logique de raisonner, bien qu'il y ait le chômage partiel, dans une logique de raisonner avec un niveau de charge fixe le plus faible possible. On peut constater deux choses, soit la restructuration sociale peut être financée par la société, parce qu'elle a la trésorerie pour, parce qu'on sait qu'une restructuration sociale a un coût, soit elle ne peut pas l'être. Si elle ne peut pas l'être, là encore, le législateur a imaginé des procédures qui pourraient accompagner le chef d'entreprise pour mettre en place une restructuration sociale et que ça ne soit pas la fin de sa société sous le seul motif qu'elle doit changer d'activité et changer donc de compétences au sein de son personnel. Eh bien, dans ce cadre-là, il faut savoir utiliser les outils et on a la procédure de sauvegarde qui peut être une procédure efficace puisqu'elle va geler les dettes, premier point. Certes, elle est publique, mais on peut imaginer mener une restructuration sociale dans un délai assez court. Et cette restructuration sociale va être prise en charge par l'assurance de garantie des salaires. Donc, la société qui va mener une restructuration parfois un peu lourde, parce qu'elle va devoir se séparer d'un certain nombre de personnes à des postes qui ne sont plus en adéquation avec ce marché. Et donc, elle va pouvoir faire supporter par l'assurance de garantie des salaires cette restructuration sociale, puisque l'assurance de garantie des salaires va avancer tout ce qui concerne les coûts de licenciement. Et donc, la société, après, aura réduit sa charge fixe au minimum et pouvoir sortir rapidement de procédure de sauvegarde. Une sortie d'autant plus rapide que là encore, le législateur a voulu être dans la logique de préserver les chefs d'entreprise, que dans le cadre de la crise sanitaire, a admis qu'une procédure de sauvegarde puisse s'être clôturée par un plan de sauvegarde, c'est-à-dire un plan en termes duquel on va payer l'ensemble de ses dettes sur une période donnée qui peut aller jusqu'à 10 ans. Et ça, nous pourrons le faire sur une simple attestation d'expert comptable et ne plus attendre un délai assez long de vérification du passif qui pouvait emmener la société dans une période d'observation, c'est-à-dire entre l'ouverture de la procédure de sauvegarde et la fin, sur une période qui pouvait aller entre 6 mois et 8 mois. Or, c'est trop long parce qu'on a une publicité qu'il faut préserver. Donc, mon exemple très concret pour vous donner envie de creuser certains sujets, qu'en cas de difficulté, et quand on a identifié des mesures à mettre en place pour répondre à ces difficultés, il y a les procédures qui peuvent être adéquates, sur lesquelles on sait pourquoi on les ouvre, on fait les mesures qu'on a déterminées et on les ferme avec un plan qui va étaler l'intégralité de nos dettes sur une durée déterminée, mais qui peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, c'est des choses qui sont très efficaces et qui permettent de gérer et la publicité, qu'on sait qui est toujours un peu compliquée à gérer, puisque vous allez être en mesure de dire à vos interlocuteurs, que ce soit fournisseur, client, c'est une procédure technique, je l'ouvre parce que j'ai une restructuration sociale forte à faire ou parce que j'ai un contrat, je dois y mettre un terme. Tout ça, c'est des choses qui sont dans le soutien de l'entreprise et qui sont faisables dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Et que derrière, vous pouvez dire à vos interlocuteurs, je la ferme dans 2 mois et on va fonctionner comme on fonctionnait avant. Et ça, c'est très efficace. Si on la prépare en amont, on préserve ses fournisseurs stratégiques qu'il n'y ait pas de gel de leur règlement. Et on a une vraie préservation de la valeur de la société. Et c'est ça qu'on cherche véritablement, même dans le cadre d'une procédure qui est publique. On peut gérer la préservation de la valeur, mais ça suppose, encore une fois, et pardon de ce sacro-saint mot, d'anticiper, parce qu'on prépare en amont et derrière, on déroule et on sort. Et ça, c'est un point qui est essentiel pour pouvoir gérer cette boîte à outils et ne pas arriver sur une situation inéluctable. Donc voilà, en quelques mots, la sensibilisation qu'on voulait vous faire au terme de cette conférence. François Chassin complétera bien évidemment mon propos, mais qui était de se dire ne pas subir, mais anticiper, parce que véritablement, et pour l'exercer au quotidien, on a aujourd'hui une boîte à outils qui est en faveur du chef d'entreprise. Même avant la loi, même avant la crise sanitaire, la loi Pacte démontrait qu'on est dans une logique de soutien du chef d'entreprise en difficulté et non plus de cette notion qui a collé un peu trop à la peau au chef d'entreprise, enfin au tribunal et aux organes de la procédure de faillie, qui était vraiment négative, qu'on avait le sentiment qu'il fallait mettre au bûcher. C'est plus du tout la même logique. C'est une logique de bienveillance, c'est de se dire que la vie d'une entreprise, des difficultés, c'est normal. Et que par contre, il faut toujours garder cette anticipation parce que pour y répondre, on a des outils, mais ça suppose d'anticiper.
Donc, il faut garder ce message, si vous pouvez en garder quelques-uns, c'est de se dire que les forces se sont constituées pour que le chef d'entreprise ne se sente pas seul dans des périodes compliquées. Voilà. Marie, merci de cette présentation accompagnée de François Chassaing. Et ce que je retiens, c'est qu'effectivement, le dirigeant, en tant que dirigeant, on doit prendre sa décision avant que le niveau de trésorerie compromette toute solution. Hein. C'est ce que je retiens essentiellement avec toutes les autres informations. Mais je pense que on peut s'accorder à dire que le niveau de trésorerie est effectivement un des éléments déclencheurs. La trésorerie, c'est le carburant de nos entreprises. Il faut pouvoir l'alimenter. Et le PGE en est un exemple. Et là, on boucle la boucle par rapport à notre thématique de ce soir avec tous les points qui ont été évoqués. Donc, merci à tous. Vous le savez, la conférence est enregistrée. Donc, si vous souhaitez revenir ou si réentendre toutes les informations qui vous ont été données ce soir, vous le pourrez. Et notamment toute la partie que vient d'évoquer Marie et François Chassaing, qui est extrêmement complète et importante en termes d'information. Il existe bien évidemment d'autres points de la stratégie que nous n'avons pas pu évoquer ce soir, et on en est désolé. Nous avions focalisé notre intervention sur les 4 chapitres qui vous ont été présentés. Et en termes de conclusion, avant éventuellement de répondre à ce que nos intervenants puissent répondre à des questions, j'avais envie de rester sur ce mot chinois, que la crise n'existe pas. Si on cherche l'idéogramme du mot crise, on ne le retrouvera pas. Il existe sous 2 autres idéogrammes, qui veut dire danger dans un premier temps et l'autre qui veut dire opportunité. Et je pense que ça représente bien un petit peu la situation que nous venons d'évoquer pendant 1h30. À la fois le danger que représente la situation sanitaire, et on parle bien d'une crise sanitaire ayant des conséquences sur l'activité économique, mais également toutes les opportunités que cela peut permettre d'obtenir ou de voir dans le cadre que nous connaissons. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager en guise de conclusion ce petit clin d'œil sur ce mot crise, danger et opportunité. Puis pour conclure définitivement ce webinaire, et je pense que le slide d'après, Yann va nous permettre d'aller un peu plus loin. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Hein. Le service juridique de MEDEF 44 est à la disposition. Vous avez donc l'adresse de Yann Lemitoire qui apparaît devant vos écrans. Si vous êtes intéressé par la commission ASE, ça je fais un appel en disant voilà, on a la prochaine commission qui a lieu le 12 octobre à 8h. Donc Yann, je pense qu'elle est en présentiel ou elle est en… C'est pas défini encore. C'est pas défini encore. Donc en tout cas, elle a lieu à 8h en présentiel ou en mode vidéo. Donc on ne peut que vous inciter à venir nous rejoindre. Je pense que c'est important que nous ayons d'autres membres qui viennent nous rejoindre pour faire un retour d'expérience ou pour tout simplement participer au développement de la commission. Le site internet est également à vos dispositions, www.medef-44.fr, et cette présentation sera remise aux entreprises qui se sont connectées ce soir. Voilà, écoutez, Yann, je te repasse la parole peut-être s'il y a des questions. Yeah. Alors, effectivement, il y avait une question sur l'opportunité notamment de demander un rendez-vous à la Banque de France pour la cotation je dirais de l'entreprise. Est-ce que, selon vous, effectivement, c'est opportun aujourd'hui de prendre ce rendez-vous, d'organiser ce rendez-vous? Qui veut répondre? Je peux répondre en tous les cas, puisque avant même cette crise, j'ai accompagné régulièrement des dirigeants, des chefs d'entreprise auprès de la Banque de France. Il faut savoir que tous les ans, la Banque de France récupère les informations qui lui sont communiquées, notamment par les experts comptables, à travers l'envoi de l'IAS fiscal. Mais malheureusement, la Banque de France cote l'entreprise uniquement avec les informations dont elle dispose, et donc bien souvent uniquement à partir des informations qui sont passées. L'intérêt d'avoir une démarche proactive en allant voir la Banque de France, c'est évidemment de pouvoir engager le dialogue, dont on a régulièrement parlé au cours de cette conférence, et de lui communiquer également des informations prévisionnelles dont j'ai pu vous parler, à la fois résultats et trésorerie. C'est à mon avis le meilleur moyen pour que la Banque de France se fasse la meilleure opinion possible de l'entreprise et cote au mieux possible, selon les critères évidemment qui lui sont impartis, l'entreprise.
Merci beaucoup. Il y avait une autre interrogation par rapport aux acteurs, je dirais, de l'accompagnement en difficulté. Il y a beaucoup d'acteurs, effectivement, sur ce domaine. On n'en a pas beaucoup parlé. Peut-être dire 2-3 mots sur notamment deux associations que le MEDEF accompagne, hein, notamment le CIP et l'APESA, si Monsieur Chassin veut bien en dire 2 mots. Excusez-moi, j'étais en train de voir. Le CIP que vous avez vu sur le transparent, le CIP, ça veut dire Centre d'information et de prévention. C'est un organisme national qui a sa déclinaison ici en Loire-Atlantique qui s'appelle CIP 44, qui a été fondé en 2008 au moment de la première grande crise par Michel Humeau, ancien président du tribunal de commerce de Nantes, qui nous écoute. Et le CIP, c'est une possibilité pour tout chef d'entreprise d'avoir un rendez-vous à tout moment, parfaitement confidentiel, dans lesquels il va prendre l'éclairage de 3 personnes avec des compétences différentes. Premièrement, un ancien juge consulaire, donc ce n'est pas un juge du tribunal, c'est quelqu'un qui connaît et qui en général est déjà à la retraite du tribunal. Vous avez ensuite un deuxième intervenant qui est un avocat bénévole, et un troisième intervenant qui est un expert comptable. Tous ces gens-là, sur demande, alors je peux même vous donner le numéro de téléphone, mais Monsieur Le Mitoire le transmettra, mais soyons pratiques, c'est 0800 100 259, peuvent demander chaque jeudi, alors pas pour la même entreprise, mais d'un jeudi sur l'autre, nous nous réunissons et nous recevons les entreprises qui ont demandé à avoir une consultation. Nous ne sommes pas des conseils, nous sommes plutôt des gens qui croisons nos regards comptables, juridiques et praticiens du tribunal pour éclairer la personne. Nous pouvons lui parler de ce qu'a dit Marie Robineau. Nous pouvons aussi lui dire d'aller plutôt vers un tribunal pour régler un litige. C'est un petit peu une boîte ouverte qui, en général, présente la boîte à outils. APESA, c'est quelque chose de complètement différent. APESA, c'est l'idée, ça veut dire aide psychologique aux dirigeants, à l'entrepreneur en situation de souffrance aiguë. APESA, aujourd'hui, c'est pareil, un réseau national. APESA 44 est présidé aujourd'hui par par Claude Bolloré, l'ancien vice-président du tribunal de commerce de Nantes. APESA a pour but, à tout moment de la procédure et des difficultés de l'entreprise, de soutenir, si le dirigeant en est d'accord, de le soutenir psychologiquement. Donc, il lui est proposé, quand on détecte que ça ne va pas bien, il lui est proposé un accompagnement. S'il est d'accord, il est appelé dans la demi-journée par une cellule psychologique qui lui propose 5 entretiens psychologiques, évidemment gratuits et confidentiels. Donc, c'est souvent au moment de l'arrivée au tribunal ou après avoir pris conscience avec son expert comptable que ça ne va pas, que le dirigeant a besoin de parler sur un mode plus personnel. Et on n'est plus dans du conseil, je dirais, technique, juridique, etc. On est plus dans de l'accompagnement et de l'écoute du dirigeant qui a besoin d'être soutenu dans ce parcours qui peut être parfois, c'est pas toujours un chemin de rose. Voilà ce que sont ces deux organismes, CIP 44 et APESA 44, qui fonctionnent à Nantes extrêmement bien. Eh bien, écoutez, merci François Chassin de cette précision sur ces deux structures, que sont APESA et le CIP 44. Yann, s'il n'y a plus de questions, mais je vois aussi que la salle s'est un petit peu vidée. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire en vous remerciant de votre participation. Yann, il n'y a plus de questions, on est d'accord? Enfin, c'est bon. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci.